l'économie discute avec la gestion. Olivier Passet, bonjour. Bonjour. Je voulais dire temps mort pour cette émission. Olivier Passet, vous êtes directeur de la recherche du groupe Xerfi. Vous êtes un visage très familier des spectateurs de Xerfi Canal, puisque vous chroniquez régulièrement. Et je suis fan, absolument fan. Je prends 3 chroniques récentes. Le capitalisme miné par les excès de la plutocratie, un capitalisme rentable sans croissance, le hold-up de la valeur, Piketty fait l'impasse sur le trou noir du vrai pouvoir financier. Chaque fois qu'il y a une chronique qui sort d'Olivier Passet, je reçois plein de mails en me disant « Oh là là, sur Piketty, etc. » Temps mort, voilà. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, 10 ans après la crise ? On est en univers de taux d'intérêt négatifs, on a l'impression de ne plus rien y comprendre. Vous chroniquez jour après jour. Qu'est-ce que vous chroniquez, d'ailleurs ? Ce que je chronique, c'est certainement mon incompréhension. C'est-à-dire que l'essentiel n'est pas de parler de la finance. La crise a été financière, les taux d'intérêt négatifs sont symptomatiques d'une anomalie extraordinaire, mais surtout symptomatiques, à mon avis, d'une crise des représentations. C'est-à-dire qu'à travers les taux négatifs, en fait, on a tout l'échec de nos corpus économiques, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient keynésiens. C'est quelque chose que l'on n'arrive pas à intégrer dans une représentation classique ou standard, on va dire. Et au fond, à travers ça, ce que l'on saisit, c'est que la crise à notre époque est moins économique qu'une crise de la pensée. Alors évidemment, mes vidéos peuvent donner le sentiment que j'éclaire. En fait, je n'éclaire pas du tout. Je vais là où ça fait mal, là où je ne comprends pas. Et je pense peut-être ce qu'elles peuvent apporter, c'est justement la mesure, la représentation de notre non-représentation des choses. Mais ça ne va pas au-delà. Le mot finance revient constamment, mais ce n'est pas du tout une focalisation sur la finance. À la limite, je m'en fiche de la finance. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, on a remis notre système économique entre les mains des marchés et de la finance. La finance était la vigie des choix d'investissement. C'est essentiellement ça qui s'est passé, c'est-à-dire à travers la phrase « il vaut mieux laisser faire le marché en matière d'investissement que l'État qui sait moins bien faire ». L'idée derrière, c'était que tout l'appareillage financier était au fond une sorte de tamis qui allait nous amener le bon investissement, l'investissement rentable, l'investissement pertinent, qui allait orienter vers la R&D. Et aujourd'hui, taux d'intérêt négatif, patatras, comment fonctionne ce tamis ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Un monde où l'argent est gratuit. Et donc au fond, on le sent bien, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des taux d'intérêt négatifs, ce n'est pas simplement une manipulation des banques centrales, c'est tout simplement une remise en cause profonde, mais cataclysmique, de tout ce qui a guidé la gouvernance, l'action économique jusqu'à aujourd'hui. C'est éléments très importants sur lesquels vous insistez. Par exemple, l'argent gratuit, ça veut dire qu'on croit par croissance externe. Donc ça facilite les OPA. Non, ça veut dire... Il y a un vrai impact sur les choix stratégiques. En fait, bon, ça veut dire, je ne vais pas faire de la théorie économique, mais ça veut dire que le futur ne nous tire plus. Des taux d'intérêt nuls ou négatifs, ça veut dire que quelque part, il n'y a plus de force de projection sur l'avenir. En gros, si je crois en l'avenir, si j'ai une représentation, si je me projette vers l'avant, je vais demander des capitaux, je vais investir, je vais prendre des risques réels. Et en face, j'ai des fonds. Aujourd'hui, j'ai énormément de fonds, le capital est hyper rentable, et en face, un investissement qui n'est pas le néant, hein, pas du tout, mais qui est insuffisant par rapport à cet amoncellement de fonds. Et c'est là qu'on voit un dysfonctionnement, c'est-à-dire nous avons su fabriquer, construire du capital rentable, nous ne savons plus utiliser cette rentabilité. Et cette rentabilité, elle va où aujourd'hui ? Elle va uniquement nourrir la valorisation du capital. Un investisseur aujourd'hui pense davantage valeur du capital qu'il acquiert, qui est déjà constitué, qui est déjà accumulé, que constitution de nouvelles capacités, projection dans une nouvelle économie dont on nous parle constamment, donc qui est quasiment préécrite, mais qui ne se dessine pas dans les faits. Et là, on vit ce hiatus et je suis frappé, quand je commente l'économie, de voir au fond, le mot schizophrénie, c'est un mot qui revient partout. Sur le marché du travail, il est dual. Il y a un écartèlement.
Sur les marchés financiers, c'est pareil. Le capital physique, le capital productif, l'immobilier est rentable, mais l'argent est gratuit. Le rendement de l'argent lui-même est... Ça veut dire quoi, cette espèce de schizophrénie? Ça veut dire que le système est écartelé, c'est-à-dire qu'il n'est plus coordonné, il n'est plus piloté. Il y a une crise du pilotage, et effectivement, l'argent abondant aujourd'hui abonde la valeur du capital. Et c'est ça qui fait revenir en première ligne, j'allais dire sans croyance particulière, mais les lectures marxistes. Il y a une crise objective de la reproduction du capitalisme aujourd'hui. Crise objective, et ce point sur lequel vous venez souvent, les mots sont forts, les plutocrates, le hold-up. C'est-à-dire que il y avait une question de responsabilité derrière. Les titres sont forts parce que c'est... Oui, non, mais on sait bien qu'il y a une question éditoriale, mais quand même, ils visent juste quand même. Bien sûr, ils visent juste quand même. Oui, parce qu'au fond, j'aime bien revenir à ce que fut le débat il y a quelques décennies sur les partages des fruits de la croissance. Un capitalisme qui fonctionne bien est un capitalisme tout simplement qui sait partager correctement ses fruits de la croissance, c'est-à-dire à la fois les distribuer pour le bien-être des individus, mais également l'investir pour projeter l'appareil productif vers le futur. Et là, c'est précisément ce que l'on n'a pas aujourd'hui. Évidemment, il y a tout le débat sur les inégalités, l'hyperconcentration, etc. Mais tout simplement, effectivement, l'argent aujourd'hui est très 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 mal alloué. Bon, à la limite, on peut s'arrêter là, on peut débattre sur Piketty, dire c'est vrai, c'est faux, c'est moins, c'est plus. C'est pas ça qui est important. C'est que cet argent mal alloué ne permet plus aujourd'hui d'investir comme il faudrait et bloque toute une série d'enjeux essentiels. Par exemple ? On va y venir, je ne vais pas y venir tout de suite, mais peut-être que je mets le mot plutocrate, mais en fait, ce qui est frappant, c'est l'hyperconcentration des choses aujourd'hui. Le capitalisme affronte toujours des crises lorsqu'il se concentre à l'excès. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent ruisselle dans quelques secteurs, est drainé à travers les plus-values sur quelques individus, quelques personnes, et ces individus ne sont pas des super consommateurs, ce sont des super reproducteurs de leur propre fortune. Bon, et on sent bien que ça achoppe là-dessus, et c'était ça le compromis fordiste, c'était au fond d'arriver à faire ruisseler l'argent dans l'économie. C'est-à-dire que derrière l'idée de hold-up, il y a l'idée oui, quand même d'une forme de comportement délibéré, pour ne pas dire de complicité. Alors, évidemment, dès qu'il y a concentration, dès qu'il y a hyper-concentration, se crée un pouvoir, évidemment. Et il ne faut pas se fermer les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, la pensée mainstream cautionne toute une série de jeux de pouvoir, comme toujours à travers l'histoire, ça n'a rien d'extraordinaire, mais à partir du moment où le pouvoir économique ou un certain nombre d'intérêts sont très concentrés, oui, il y a toujours risque de capture des décideurs publics, et j'allais dire, même sans qu'ils soient capturés, ils intériorisent la contrainte. Aujourd'hui, par exemple, la dépréciation massive des actifs financiers est intériorisée par un décideur public ou par la banque centrale, pas forcément pour servir la plutocratie, mais parce qu'effectivement, objectivement, à court terme, c'est une catastrophe potentielle avec des conséquences à court terme extrêmement puissantes et qui toucheraient d'ailleurs bien au-delà des fortunés. Donc, à chaque fois, le jeu se referme parce qu'il dicte ses propres règles et sa propre rationalité, et on en est là et on n'arrive plus à sortir. Aujourd'hui, on est là, on est juste en protection de la valeur des actifs, on a créé l'argent abondant, on a créé l'argent gratuit, et pour revenir à la question précédente, oui, évidemment, on le sait tous, que le capitalisme doit aujourd'hui se recréer sur de nouvelles infrastructures, sur un nouveau design, pour devenir compatible avec les enjeux environnementaux. Ça, c'est une première chose essentielle. Mais même quand on parle de la transformation numérique, on le sent bien, il n'y a pas eu de grande transformation technologique sans une reconfiguration des espaces, sans une reconfiguration des villes, sans des investissements majeurs. Et aujourd'hui, on s'oblige à raisonner ces urgences et ces masses dans le cadre
du marché. Alors, c'est-à-dire que du côté des tenants de la transformation verte, écologique, on va créer des instruments, la banque du climat. Donc ça, on sait faire. On sait récupérer les outils que produisent le système passé. Donc on est content, on a créé la banque du climat. On va aligner des milliards autour de ça. Dire ce que fait cette banque du climat, quels sont les contenus concrets, quels sont les délais surtout dans lesquels on met en jeu tout ça, c'est une question qui est en général passée sous silence. De quelle manière aujourd'hui l'espace européen, par exemple, pour prendre le nôtre, essaye de contrôler la technologie, essaie de développer la croissance du futur en étant le moins possible dépendant des importations. Tous ces enjeux qui sont économiques sont passés sous silence, mais on a une banque du climat. On a une banque du climat. Donc on a su, évidemment l'argent est abondant, la banque du climat est assez facile à créer. Ce qui est très compliqué, c'est de se coordonner, c'est de mettre en place de nouvelles normes, et ça, évidemment, on essaie aujourd'hui de le faire dans les règles du monde passé, c'est-à-dire avec des signaux prix. On va mettre des taxes. Les taxes, on voit bien, ça ne passe pas les taxes. Parce que c'est ce que nous a autorisé le capitalisme jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 80. Le bon signal prix va nous permettre, mais on est aujourd'hui sur des horizons extrêmement courts, de 10 à 15 ans, avec des montants considérables, avec un besoin de coordination, et on se voile la face sur le fait qu'il va falloir revenir à une certaine forme de dirigisme étatique, d'interventionnisme. C'est le mot interdit, et j'allais dire de tous bords aujourd'hui, on s'interdit de penser autrement que par des signaux prix, quelques subventions et des institutions financières qui vont, comme par magie, allouer correctement tout cet argent. Ni les délais, ni les montants, et l'histoire le montre, à chaque fois qu'il y a eu des tournants majeurs du capitalisme, il a fallu transitoirement une intervention de l'État massive, et c'est, voilà, j'allais dire, c'est aujourd'hui le débat interdit, parce qu'il flirte avec l'autoritarisme dont certains se sont emparés, voilà, et parce que c'est sorti totalement de nos logiciels. Et pourtant, tout le monde peut le comprendre. Si les délais sont courts, et si j'ai des milliards, et si je dois mettre en mouvement plusieurs États en même temps dans la même direction, non, le marché ne va pas le faire. Le marché ne pourra pas le faire. Bon, voilà, donc j'ouvre déjà sur un début de solution qui peut paraître, comme j'ai eu la malchance de prononcer le mot marxiste, on va me soupçonner de marxisme extrême, mais pas du tout, pas du tout. C'est juste de regarder le mouvement de l'histoire et de savoir que, contrairement à ce qu'on dit, enfin, je ne crois pas beaucoup au mouvement mondialisation, démondialisation. Je pense qu'il y a eu un courant profond de mondialisation, d'interdépendance croissante à travers l'histoire. Mais en revanche, le rôle de l'État et le pilotage de l'économie par une instance plus centralisée, effectivement, il y a des va-et-vient en fonction des phases du développement du capitalisme, en fonction des besoins de transformation. Et là, je pense qu'on est vraiment arrivé à un de ces moments-là. Bien. Temps mort. Je vous retrouverai de temps en temps comme ça pour des petits temps morts et des décryptages. Merci infiniment, Olivier Passet. Merci.